On a vu Donald Trump s'agacer et s'impatienter après avoir rencontré Volodymyr Zelensky ce week-end au Vatican, mais pour une fois ce n'est pas contre Volodymyr Zelensky qu'il s'est emporté, c'est Vladimir Poutine qui l'a ciblé. À tel point qu'aujourd'hui, le 28 avril, le Kremlin a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, du 8 au 11 mai, à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est inédit et je peux vous dire que je couvre la guerre russe en Ukraine depuis 11 ans et je n'ai jamais vu ça. Aussi je me dis que malgré les apparences, Vladimir Poutine doit avoir un peu peur de Donald Trump, ou en tout cas d'une réaction brusque de sa part, ou même d'un retrait des États-Unis du processus de négociation. Et pourquoi est-ce que je pense comme ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on suit les ultimes soubresauts de ce processus de paix initié par les Américains. Ce processus, on pourrait très bientôt en sortir puisque Marco Rubio, le secrétaire d'État, a l'air très impatient de passer à autre chose. Il estime que cette semaine va être cruciale pour déterminer si l'Ukraine et la Russie sont vraiment prêtes à faire la paix, quoi que cela veuille dire. Bon, semaine cruciale, c'est aussi parce que mercredi, ça fera 100 jours que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Donc Marco Rubio parle d'une semaine cruciale. Donald Trump, lui, il se donne 2 semaines, un peu plus, un peu moins. En fait, on ne sait pas trop. Et en fait, on ne sait pas si les États-Unis vont se retirer de ce processus de négociation et on ne sait pas non plus ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'ils partiraient tout simplement ou est-ce qu'ils se mettraient à coopérer plus étroitement avec la Russie au détriment de l'Ukraine? Est-ce qu'ils continueraient à partager du renseignement militaire avec les Ukrainiens et avec les Européens ou est-ce qu'ils se réserveraient tout pour eux-mêmes ou même pour le partager avec les Russes? En fait, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je veux plutôt parler de la réaction russe à ce processus de négociation. Parce que jusqu'ici, le Kremlin a joué comme un joueur de poker, c'est-à-dire sans cligner l'œil et en attendant que les autres joueurs, et en premier lieu la Maison-Blanche, dévoilent son jeu. Et dans le cours de ce jeu, le Kremlin a surenchéri en continuant sa guerre, en multipliant les frappes contre des cibles civiles, mais aussi en maximisant ses demandes politiques. Seulement voilà, c'est visiblement allé un peu trop loin et les dernières frappes, notamment la frappe meurtrière du 24 avril sur Kiev, elle n'est pas passée inaperçue à la Maison-Blanche et à Mar-a-Lago. Et Donald Trump, qui n'a jamais eu un mot de travers à l'encontre de la Russie ou de Vladimir Poutine, il s'est emporté à la fois dans des posts sur son réseau Truth Social et aussi dans des réponses à des journalistes, en se disant très déçu, en lançant un gros stop à son ami Vladimir, ou même, et ça c'était samedi dernier, en se demandant publiquement si jamais Vladimir Poutine n'était pas en train de le balader et si jamais il ne fallait pas commencer à traiter avec lui différemment. Ça c'est inédit de la part de Donald Trump, mais quand même ça ne reste que des mots, et les déclarations qu'il a faites samedi après avoir rencontré Volodymyr Zelensky, Keir Starmer et Emmanuel Macron à Rome, elles n'étaient déjà plus de même nature à son retour aux États-Unis. Ce qui montre bien que Donald Trump écoute toujours la dernière personne qui lui a parlé. C'est assez fou. Mais visiblement, ça a suffi à provoquer une réaction du côté russe, puisque dès le samedi, donc juste après cette publication sur le réseau Truth Social, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, répétait que la Russie était prête à des négociations directes avec l'Ukraine, ce qui n'est pas nouveau, hein. Ils le répètent en effet depuis des semaines, ils ne veulent juste pas traiter directement avec Volodymyr Zelensky, ou en tout cas pas signer un quelconque traité avec Volodymyr Zelensky, mais le répéter dans ce contexte, c'était clairement une réponse au poste de Donald Trump. Et aujourd'hui, on a Vladimir Poutine qui annonce un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, du 8 mai au 11 mai, en espérant entre guillemets que l'Ukraine fasse de même. Bon, c'est évidemment encore une fois une manière de réécrire l'histoire, puisque l'Ukraine, qui n'a pas commencé cette guerre, elle est prête à un cessez-le-feu généralisé et inconditionnel. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi qu'elle le propose de concert avec les États-Unis. Les Ukrainiens, ils sont prêts à une trêve, beaucoup plus que les Russes. Et puis, ce cessez-le-feu, désolé, mais en fait, à quoi ça rime? Pourquoi attendre 10 jours, donc entre le 28 avril et le 8 mai, pour l'imposer, alors que les Russes auraient pu arrêter leur combat dès aujourd'hui? En fait, on pourrait presque se demander ce que Vladimir Poutine espère obtenir en 10 jours qu'il n'a pas obtenu auparavant. Évidemment, on comprend tout le symbole qu'il y a autour du 8 et du 9 mai. C'est la date de la commémoration de la victoire sur le nazisme, le 8 mai du côté occidental et le 9 mai du côté soviétique, en raison du décalage horaire en 1945. Et donc, imposer un cessez-le-feu dès le 8 mai, ça permet de ne pas avoir d'incident qui puisse entacher les commémorations de ces 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela dit, en dehors du symbole, il faut voir que cette date, ça n'est qu'un prétexte.
Et comme je l'ai dit, la guerre a commencé en 2014 et je n'ai jamais vu les Russes imposer ou respecter un cessez-le-feu à une date précise, que ce soit le 9 mai, que ce soit Pâques ou que ce soit Noël. Puisque contrairement à ce qu'on entend beaucoup ici et là, il n'y a pas vraiment d'attachement à ce genre de symbolisme. Si jamais la lutte continue, elle continue. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le discours militariste du Kremlin, c'est même mieux si jamais la Russie continue à se battre le jour du 9 mai, puisque ça permet de réactiver la mémoire de la lutte contre le nazisme en insinuant que la lutte continue et que la Russie est en train de finir le boulot. Et donc là, en 11 ans, c'est la première fois que je vois ça, un cessez-le-feu de 3 jours pour commémorer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi ce cessez-le-feu? Tout simplement parce que, à mon sens, Vladimir Poutine a compris qu'il est allé trop loin avec Donald Trump, ou en tout cas qu'il risque d'aller trop loin avec Donald Trump et qu'il risque de perdre gros. Parce que dans le post de Donald Trump de samedi, l'Américain s'est demandé publiquement s'il ne fallait pas commencer à traiter avec Vladimir Poutine différemment, et notamment en imposant des nouvelles sanctions, qu'elles soient bancaires ou secondaires. Et des sanctions supplémentaires, Vladimir Poutine n'en a absolument pas besoin. Et au contraire, il insiste beaucoup sur la levée des sanctions qui font beaucoup de mal à son économie et qui gênent son effort de guerre. Et on a vu par exemple qu'il a sensibilisé certaines personnes dans l'administration Trump, et on a Steve Witkoff qui est très sensible à cet argument, et à son dernier déplacement à Paris, Steve Witkoff a essayé de rebrancher la Russie au système interbancaire SWIFT, sans succès évidemment, mais ça montre que les Russes insistent beaucoup sur cette question. Et si on a beaucoup de raisons d'accuser Donald Trump d'avoir été complaisant avec la Russie et avec Vladimir Poutine depuis son retour au pouvoir, il faut aussi voir que lui, il a prolongé les sanctions qui avaient été imposées auparavant, et en plus de ça, il a durci des sanctions visant des transactions liées à des deals énergétiques. En plus de ça, sa politique de tarifs et de drill baby drill, elle a déjà fait chuter les cours mondiaux du baril de pétrole, ce qui est un manque à gagner énorme pour la Russie et qui déséquilibre déjà le budget 2025 de la Fédération de Russie. Et donc, quand je dis que Vladimir Poutine a peut-être peur de Donald Trump, c'est pas que je pense qu'il en a peur au premier sens du terme. C'est surtout qu'avec cette reprise des relations diplomatiques, Moscou a obtenu de Washington bien plus que ce qu'il ne pouvait rêver, et Vladimir Poutine entend bien continuer à traire cette vache à lait. Si jamais Donald Trump lui claque dans les doigts, Vladimir Poutine, il saura gérer une relation avec les États-Unis qui sera une relation d'adversité, puisque de toutes les manières, c'est comme ça que cet ancien du KGB a construit tout son schéma de pensée et sa vision du monde. Mais là, il a une opportunité historique d'obtenir des concessions de la part de Washington, et il entend bien l'exploiter. Et donc, si Donald Trump se retire du processus de négociation sans avoir levé les sanctions, ou alors qu'il a une réaction brusque et qu'il impose des nouvelles sanctions, ou même qu'il se remet à livrer des armes à l'Ukraine, la Russie y perdra automatiquement. Et ça, au Kremlin, on l'a compris relativement rapidement au cours du week-end. Et donc, Dmitri Peskov a répété que le Kremlin est ouvert à des négociations. Vladimir Poutine a annoncé son cessez-le-feu unilatéral de 3 jours. Il ne sera sans doute pas respecté comme les précédents cessez-le-feu, mais bon, ça, c'est même plus important. C'est vraiment une question de symbole ici. Et dans le même temps, aujourd'hui, 28 avril, on a une interview qui a été publiée de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, dans laquelle il répète les demandes ultra-maximalistes de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, comme la reconnaissance de tous les territoires occupés, ou encore un changement de régime, ou encore des restrictions sur la taille de l'armée ukrainienne. Et la stratégie pour moi, elle est claire, c'est-à-dire montrer patte blanche sur le terrain militaire, et on peut d'ailleurs s'attendre à une pause des bombardements russes sur des cibles civiles ukrainiennes dans les prochains jours, et dans le même temps répéter des demandes politiques pour bien afficher qu'on a une vision claire de comment résoudre ce conflit une bonne fois pour toutes. Parce que c'est comme ça que Donald Trump fonctionne. Il voit des morts sur le trottoir après un bombardement et ça l'énerve. Par contre, on lui parle de demandes politiques avec des considérations de droit international et ça l'ennuie. Alors s'il arrête de voir ces images de bombardement et qu'en plus de ça, la Russie vient avec des propositions concrètes qui assureront une paix durable puisqu'elles seront tout simplement garanties par la capitulation de l'Ukraine, alors dans ce cas-là, ça peut marcher. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut comprendre ce nouveau cessez-le-feu de Vladimir Poutine. Ce n'est pas du tout une promesse de paix, ce n'est pas du tout un geste de bonne volonté vis-à-vis de l'Ukraine, c'est d'abord et avant tout une réassurance vis-à-vis de Donald Trump, voire même un gage d'amitié. Et ça ne veut absolument rien dire d'autre,
ni pour l'Ukraine, ni pour la nature des négociations qui sont en cours. C'est véritablement à interpréter à travers le prisme des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis. Voilà, je m'arrête là, on aura l'occasion de revenir sur tout ça dans les prochains jours. Pour l'heure, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.